Rivage porte le beau nom de Rivage parce que c'est une maison qui est née au bord de la mer. Voilà, c'est une maison qui est née à Marseille, sous la houlette de deux cousins qui étaient Jean-Louis Guéravant et Édouard de Andréis. Et voilà, donc c'est une maison qui est née dans les années 80 et puis qui a commencé à publier des livres, voilà, des livres qui étaient assez régionaux autour de la Provence, des parties régionaux, des choses comme ça. Il y a les fameux guides de Charles Rivage aussi, oui, voilà, qui ont contribué au succès de la maison. Et puis rapidement aussi, il y a la littérature étrangère. Et puis le succès venant, cette maison est montée à Paris, où elle a eu diverses adresses, dans le 6e arrondissement. Voilà. Et puis malheureusement, bon, cette histoire a quand même connu un tournant un petit peu tragique, puisque Édouard de Andréis, le fondateur, est mort de manière prématurée. Et voilà, et donc la maison, en fait, a été rachetée par un Suisse qui s'appelle Jean-François Laminière et qui a donc associé cette maison donc à Payot. Donc en 92, voilà, les destins de Payot et de Rivage se sont liés. Et le siège de la maison est donc devenu était le siège des anciennes éditions Payot, donc, voilà, qui était là au début du XXe siècle, ce boulevard Saint-Germain. Puis c'est vrai que je fais une petite parenthèse un petit peu nostalgique, mais c'est une adresse que ça n'est plus un secret maintenant, donc nous allons quitter fin juillet prochain. Voilà, parce que comment dire, la vie fait que une adresse de 900 mètres carrés sur le boulevard Saint-Germain, c'est tout simplement plus compatible avec les réalités financières de l'édition. Voilà, donc vu le prix des loyers, il faut s'appeler Vuitton pour être sur le boulevard Saint-Germain maintenant. Voilà, donc on a beaucoup de chance, puisque en fait, dans la suite de l'histoire de Payot et Rivage, nous sommes associés en 2013 à Actes Sud. Voilà, et donc maintenant on fait partie. Alors Actes Sud n'aime pas qu'on parle de groupe, mais enfin c'est quand même un petit peu ça la réalité des choses, puisque voilà, c'est quand même quelque part un groupe, même si voilà, ça c'est pas Hachette, c'est pas Editis, hein, c'est Actes Sud. Mais donc nous faisons partie, voilà, nous sommes associés à Actes Sud. Et donc nous allons déménager dans des locaux qui restent dans le 6e arrondissement, voilà, donc, dans des locaux qui sont dans le cadre, tout près d'Actes Sud, quoi. Voilà. D'accord. Donc rue Séguier. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'histoire, comment dire, un petit peu matérielle de cette maison. Donc Payot avec cette tradition de évidemment l'éditeur historique de Freud, de Marcel Lyal et de combien d'autres auteurs importants, Winnicott, etc., en sciences humaines, et Rivage, bon, avec davantage la partie fiction, mais également les éditions Rivage, même si aujourd'hui les guides de charme qui existent toujours sont une structure aujourd'hui indépendante. Mais bon, pendant très longtemps, c'était voilà, un département de la maison, et très important. Et ce sont aussi des textes qui allient philosophie et littérature, une belle collection, la bibliothèque Rivage qui est dirigée par Lydia Breda, et une collection de littérature étrangère qui voilà, a connu quand même une très très belle histoire, sous la houlette de Gilles Barbelette et de divers autres directeurs et directrices qui se sont succédés, voilà, Françoise Pasquier, Catherine Argan, voilà, qui ont contribué aussi à porter quand même cette collection avec de beaux auteurs, James Spiley dont on parlait tout à l'heure, David Lodge qui reste un auteur emblématique, et puis aujourd'hui cette collection, le flambeau a été repris par Nathalie Sbéraud, qui est une ancienne éditrice de l'Olivier, qui était le bras droit d'Olivier Cohen, et qui voilà, a repris la collection et qui continue, on va dire, une ligne quand même très littéraire, à laquelle elle tient beaucoup, en publiant des auteurs comme Raphaël Chiabès, ou là, Jim Crace également. J'espère que tout le monde a lu Les Trames du Poisson ici, j'espère. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et donc elle a sorti un nouveau Jim Crace qui est Moisson, qui est un roman tout à fait magnifique. Et puis également, là, elle a sorti il y a quelques mois
a aussi un auteur qui est un auteur juif new-yorkais qui est mort aujourd'hui, et qui était vraiment l'inspirateur de Philippe Loise, qui est Bernard Malamud, qui est un auteur très important, et dont le roman Le Meilleur, qui a donné lieu au film avec Redford, et ce roman était resté totalement inédit, et donc elle l'a publié, et on a profité également pour publier un livre qui a disparu au fin fond des catalogues et n'était plus disponible, qui est L'Homme de Kiev, qui est un roman très noir d'ailleurs, c'est pas un roman policier, mais c'est un roman très noir, voilà, mais qui est absolument formidable aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour présenter le panorama, on va dire, de la maison Rivage telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et à l'intérieur de cette maison, eh bien, il y a le fameux département de littérature policière avec cette maquette que vous connaissez ici. Et donc voilà, c'est Rivage Noir, collection qui est fondée et toujours dirigée par François Guérif. Je dirais qu'il y a quand même 3 personnes qui sont à l'origine du succès de cette collection qui est née en mars 86. En fait, Édouard de Andréis était venu trouver François Guérif, qui avait déjà quand même une expérience d'éditeur de romans noirs et de romans policiers qui remontait à loin, à ses activités de libraire, puisque c'est comme ça qu'il a commencé. En fait, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'il avait une librairie dans le 9e arrondissement, une librairie qui s'appelle le 3e œil, s'appelait et s'appelle toujours, puisque la librairie existe toujours. C'est le spécialiste des serial killers Stéphane Bourgoin, que vous connaissez, qui a repris le flambeau de cette librairie. Mais donc voilà, François a commencé comme ça, cette librairie consacrée au genre qu'il aimait bien, le polar, la science-fiction. Voilà, François aime aussi beaucoup la science-fiction. Et de fil en aiguille, il a commencé à publier les auteurs qu'il passionnait, tous les auteurs, les grands auteurs qui ont fait le roman noir, en particulier américain, que ce soit les gens comme Robert Bloch, comme James Cain, David Coudis, etc. Et en fait, il a commencé avec dans les années 70, en 60, ça doit être quelque chose comme, j'ai pas tellement la mémoire des dates en fait. C'était 77-78, une collection que vous voyez chez les bouquinistes et qui est très recherchée aujourd'hui, une collection toute rouge qui s'appelait Red Label, aux éditions PAC, qui n'a pas duré très très longtemps, mais comme entre-temps François avait été contacté par Claude Durand chez Fayard et pour diriger la partie internationale étrangère de Fayard Noir, donc ça c'était en 80-81, et voilà, et puis pour une raison que personne ne sait expliquer, parce que cette collection était totalement magnifique et était en plein essor, la direction de Fayard a jugé utile de l'arrêter, ce qui a fait que ça s'est arrêté et que François a rebondi au Fleuve Noir, où il a dirigé Engrenage International. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, donc en fait, quand Édouard de Andréis est venu trouver François, il le raconte toujours avec pas mal d'humour, en disant ça serait bien de faire une collection de polars chez Rivage. Il s'est dit oh, bah, ça va être comme les autres, ça va durer 1 an, 2 ans, et puis ça va s'arrêter. Voilà. Et ça ne s'est pas arrêté, puisque nous fêtons les 30 ans de la collection l'année prochaine. Donc voilà, ça continue avec le numéro 1000 de la collection qui se profile. Et en fait, comme je le disais, donc, il y a quand même 3 personnes qui sont à l'origine du succès de cette collection. François lui-même, évidemment. Mais il y a une autre personne qui est importante et dont il faut parler, qui est la graphiste qui a créé cette maquette qui n'a jamais vieilli. En fait, bon, il y a eu quelques petites modifications au niveau, puisque les dos étaient crème dans les tout premiers numéros. Voilà, il y a eu quelques petites variantes. Mais enfin, grosso modo, on en est toujours resté là avec cette image et cette image tramée un petit peu comme une image de télévision. C'était ça l'idée directrice de Jacqueline Guéramant. Et puis ces cartouches, quelque chose à la fois sensuel et sobre. Et puis bon, c'est vrai que ça a toujours plu et on nous a dit qu'il fallait continuer ainsi, quoi. Il n'a jamais vraiment été question de la changer, contrairement à la maquette des grands formats sur laquelle on reviendra, qui elle a connu pas mal d'évolutions pour arriver à ceci, dernière maquette en date, qui nous satisfait quand même les uns et les autres.
Voilà. Et il y a une troisième personne qui est évidemment très importante quant au succès de cette collection, c'est l'attaché de presse qui l'a défendu pendant des années, qui est Agnès Guéry, qui est ici présente et qui a contribué à donner dans la presse cette si belle image de Rivage Noir. Et puis, il y a deux autres personnes qui ont contribué au succès et qui ont fait que ça ne s'est pas arrêté comme François pensait que peut-être ça s'arrêterait au bout d'un an. Et ces deux personnes, c'est James Ellroy et Jean-Patrick Manchette. Parce qu'en fait, il faut dire que Rivage Noir était donc né et il y avait eu à peu près un an de parution. Et bon, ça marchait gentiment, on va dire, mais il n'y avait pas eu non plus de coup d'éclat exceptionnel. François avait commencé avec l'un de ses auteurs fétiches qui était Jim Thompson, le premier numéro de la collection. C'est Liberté sous condition de Thompson. Donc on reviendra sur la politique éditoriale et ce qui présidait à ses choix, mais bon, voilà, c'était... Et il se trouve qu'il avait eu l'occasion de lire, grâce à l'agente qui représentait James Ellroy, une trilogie, qui était donc la trilogie de Lloyd Hopkins, qui est bien connue aujourd'hui. Et cet auteur à la réputation sulfureuse avait été refusé par tous les confrères. Voilà, et donc... Voilà. Mais il avait beaucoup plus de cheveux à l'époque. À l'époque de la trilogie Lloyd Hopkins. Et donc François lit ça, il trouve ça formidable. Et en même temps, c'était un vrai pari, puisqu'il fallait acheter quand même la trilogie. Donc ça faisait un investissement de 3 livres, ce qui financièrement, pour une petite maison, malgré tout, comme était Rivage à l'époque, ça représentait quand même un enjeu financier. Et donc, il a fait comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il s'est dit, voilà, j'aime cet auteur, je vais le publier. Donc il le publie et la critique ne répond pas immédiatement, sauf quelqu'un qui s'appelait Michel Renaud, dans un journal qui s'appelle Dauphiné Libéré, qui fait un article en disant que c'est formidable. Et puis, peu après, Jean-Patrick Manchette fait un grand papier dans Libération, intitulé Ellroy du crime. Voilà, les jeux de mots à la Libé. Et là, il dit, voilà, formidable, roman avec une exceptionnelle puissance d'arrêt. Enfin bon, il y a toutes sortes de phrases assez mythiques qui ont été bien reprises depuis, où il dit qu'il faut absolument se précipiter sur cet auteur. Et là, Manchette, c'était quand même la voix, très importante, extrêmement écoutée. Et là, ça a fait décoller non seulement James Ellroy, mais je crois que ça a porté l'ensemble de la collection. Donc en fait, voilà, ces 5 acteurs ont fait que cette collection, elle a connu un essor d'autant plus grand d'ailleurs que parallèlement à ça, sa principale concurrente, qui était la série noire chez Gallimard, elle connaissait une certaine baisse et un certain déclin. Pour des raisons qui sont exactement celles pour lesquelles Rivage Noir a connu un essor. Et là, je pense que ça va être l'occasion de revenir sur la politique éditoriale que François a toujours prônée et prône encore à ce jour et qui est la base de notre travail. Là, ce que je propose de faire, c'est de lire un entretien qui est paru, là, tout juste paru là, dans le récent magazine littéraire, où en fait il explique exactement ça. Voilà. Et où il dit, voilà, la collection Rivage Noir... Voilà, François Guéry. Voilà, je n'ai qu'une photocopie. A été la continuation d'un travail commencé par les collections Red Label, Fayard Noir et Engrenage International, dont je parlais tout à l'heure. Il s'agissait de continuer le travail interrompu sur certains auteurs de la série noire. Voilà, travail interrompu. Jim Thompson, David Goodis, James Cain, Charles Williams, William Rainey Burnett, etc. Et de publier aussi des inédits d'autres auteurs classiques, Henry Quinn, John Dixon Carr, Robert Bloch, Frederick Brown, tout en introduisant de nouveaux auteurs, Diana Ramsay, Joan Etkin, James Ellroy, George Chesebrough, Edward Bunker, etc., etc. La différence d'identité et de politique tient essentiellement au fait que j'ai publié nombre de livres refusés par la série noire. Voilà, bon, Jim Thompson, mais on reviendra sur nombre d'autres, que j'ai fait passer la notion d'auteur avant celle de collection et que j'ai imposé les traductions intégrales des textes originaux, excluant toute standardisation. Ces différences ne se sont pas accrues car la série noire a plutôt accepté mes principes, c'est sûr, par la série noire qui a suivi. Voilà, bien sûr, notamment concernant la traduction. Pour le reste, les inédits des grands auteurs s'épuisant, les deux collections ont défendu leurs propres auteurs qui parfois passent de l'un à l'autre, comme Thomas Brandec et Dominique Manotti, bon, voilà, qui effectivement ont fait
quelques allers-retours. Voilà. Donc je crois que là tout est un petit peu dit dans cet entretien, puisqu'en fait la politique, j'allais dire, d'auteur par rapport à la politique de collection, qui était vraiment ce qui prévalait dans les années 50, 60, 70, où c'était voilà, le masque, un mystère, Fleuve Noir, avec les sous-collections du Fleuve Noir, la série noire, il y avait quand même une espèce d'effet collection, et que François fait partie des gens qui ont impulsé l'idée de l'effet auteur plus que l'effet collection. Donc, mais paradoxalement, c'est ça qui est intéressant dans le cas de Rivage Noir, c'est que cette politique d'auteur, elle a du coup contribué à dessiner l'identité d'une collection, et que finalement, Rivage Noir, c'est aussi une collection pour beaucoup de gens qui collectionnent les numéros, qui voilà, ont leurs préférences, qui sont fanatiques de certaines couvertures, etc. L'idée directrice, ça a toujours été de publier des œuvres complètes, c'est-à-dire de faire vraiment un bout de chemin avec des auteurs, ce qui s'oppose à ce qui se fait pas mal aujourd'hui, c'est-à-dire une politique de coûts éditoriaux, quoi, du genre hop, voilà, tel auteur, on se jette dessus, on l'achète très très cher, et puis au final, si ça n'a pas marché, ben on l'abandonne, et puis hop, ça y est, c'est terminé. Ça n'a jamais été la politique de François, c'est toujours ce qu'il a souhaité faire, y compris en reprenant des auteurs précisément de la série noire qui ont été déjà publiés ailleurs. Donc, voilà, comme Thompson, comme Goudis, Latimer, Mildred Davis qui était publié chez Gallimard dans la série Blême, mais qui était également un auteur Gallimard. Voilà, donc et évidemment, et Robin Cook, que je n'oublierai pas et sur lequel nous reviendrons, qui est un auteur évidemment très très important. Mais c'était des auteurs qui avaient quand même été abandonnés par Gallimard, refusés en bonne et due forme, ça je peux vous dire pour avoir travaillé moi-même chez Gallimard, avoir vu les fiches des archives de la série noire où on voyait vraiment refusé, trop noir, n'est pas assez intéressant, ou n'est pas assez ceci, n'est pas assez cela. Donc quand vous voyez quand même tous les titres qui ont été publiés en Rivage Noir, pas assez intéressants ou pas assez... Jim Thompson refusé. Et oui, Jim Thompson refusé, absolument, parce que voilà, bon, des romans comme Rage Noire, par exemple, qui sont effectivement des romans très très dérangeants, mais enfin, il semble que quand on a publié ce qui était 1275 âmes en série noire, oui, Thompson est un auteur dérangeant, ça, il n'y a pas de problème, on le sait. Bon, c'était des politiques très très étranges, et ce qui, effectivement, voilà, fait que François fait tout ce travail, on va dire, au long cours, c'est-à-dire dans l'idée de publier des œuvres qui demeurent à ce jour. Enfin, on est toujours fidèle aux auteurs, et un livre même refusé, et ça arrive, n'empêche pas forcément qu'après on continue un bout de chemin avec l'auteur, parce qu'il y a des rapports de fidélité qui s'installent, enfin ça on y reviendra. La deuxième idée directrice, c'est quand même aussi qui est très importante et qui va de pair, c'est de publier des auteurs qui ont une voix singulière, c'est-à-dire l'écriture, le style qui prime sur des intrigues ou des scénarios parfois très très bien agencés, très très bien machinés, c'est brillant et tout, mais il n'y a pas d'écriture derrière, et il y a un manque essentiel s'il n'y a pas cette voie littéraire. C'est-à-dire que je crois que Rivage Noir a beaucoup contribué à installer l'idée qui est assez admise aujourd'hui, encore que c'est sujet à débat et on pourrait vraiment y revenir. Mais que le polar, c'est de la vraie littérature, quoi. Que c'est pas un sous-genre, que c'est pas de la littérature de gare, que c'est pas... Voilà. Bon, après, tous nos confrères ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a beaucoup à dire, et ce qu'on met sous l'étiquette polar, ça recouvre aujourd'hui beaucoup de choses différentes. Voilà, après, jusqu'à quel point Michel Bussy est du polar ou de la littérature, par exemple, je ne suis pas sûre. Bon, après, ça nous engage sur d'autres terrains beaucoup plus minés. Mais voilà, bon, sachant qu'après je n'ai pas dit que les intrigues n'étaient pas importantes, que les histoires n'étaient pas importantes, que les thèmes traités n'étaient pas importants. Par exemple, il se trouve là qu'on a publié je les cite au hasard, quand on publie Un monde sans crime de Christian Lehmann qui revient sur l'affaire du Rainbow Warrior, évidemment que le thème est important. Quand on publie Ravage de Anne Rambach, qui est un polar qui raconte l'histoire du scandale de l'amiante, évidemment le thème est très important.
De même, Dominique Manotti avec Nos fantastiques années fric qui revient sur toute la corruption politico-financière pendant les années Mitterrand. Bien sûr que c'est important. Quand Jean-Jacques Buzineau publie Un café, une cigarette qui parle des enfants martyrisés à Naples, évidemment que le thème et l'histoire sont importants. Mais tous ces auteurs ont quelque chose en commun, c'est une écriture singulière. Donc c'est évidemment ça qui les réunit. Et donc du coup, ce qui fait que comme l'auteur prime, comme la voix prime, ça fait que cette collection, comme l'a dit François dans cette interview, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de formatage, et donc ça donne une collection aux facettes extrêmement variées. On a vraiment des tons qui vont du roman noir de critique sociale, du roman noir hard-boiled dans la tradition américaine d'Achille Lamet, du roman historique avec des auteurs aussi variés que Claude Amoz, Stuart Neville dans l'un de ses plus récents romans qui remonte aux années 60, James Carlos Blake qui écrit des romans qui se passent au Mexique pendant la Révolution mexicaine, qui se passent dans les années 20 pendant le Jazz Age américain, Maurizio De Giovanni qui écrit des histoires qui se passent pendant le fascisme à Naples. Donc on a ces romans historiques, mais on a aussi, je peux citer des romans de procédure policière comme ceux de John Harvey, vous avez un inspecteur de police avec toute la brigade. Vous avez aussi des romans psychologiques comme Shirley Jackson, William Bayer, Charlotte Armstrong, des westerns noirs avec Elmore Leonard. Vous avez des romans qui touchent à la psychanalyse avec Toby Nathan. Vous avez des romans humoristiques avec les aventures de Dortmunder de Donald Westlake, ou les romans de Tim Dorsey ou de Kinky Friedman, qui sont vraiment des fantaisies très drôles, des romans fantastiques qui frôlent le fantastique, ou en tout cas le décalage avec des gens comme Mark Benn ou Jack O'Connell. Je dois en oublier, des romans d'espionnage avec notre cher James Grady. Donc c'est tellement varié que, encore une fois, tout ce qui réunit ces auteurs, c'est un ton, c'est une voix, mais les héros ou anti-héros sont des gens extrêmement variés, pas forcément des policiers, ça peut être des juges, des éducateurs de rue, des musiciens, des criminels eux-mêmes, ou de simples citoyens comme dans Le Couperet de Donald Westlake, où c'est un cadre, un type ordinaire, et c'est l'histoire d'une dérive totalement hallucinante, ou L'homme à la bombe de Christian Roux aussi, c'est un type qui a un boulot et qui devient chômeur, et on tombe dans une histoire criminelle, quoi. Donc donc cette idée d'échapper au formatage, elle est vraiment centrale. Et dans le même ordre d'idées, même si aujourd'hui c'est une chose tout à fait communément admise, François et L'Image Noire, une collection qui a voulu aller chercher des auteurs dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait, évidemment. Le polar n'est plus seulement anglo-saxon. Il y a des gens d'ailleurs qui font un travail tout à fait spécifique et intéressant, comme les éditions Mirobol, qui sont un couple deux jeunes femmes bordelaises qui vont chercher des auteurs plutôt vers les pays de l'Est, en particulier là, il y a un auteur polonais qui s'est fait un petit peu remarquer, qui est Simon Milosevski, là, avec Les Impliqués, qui est un très bon roman. Il y a aussi les éditions Asphalt qui, elles, vont défricher plutôt autour du Brésil, beaucoup l'Amérique latine et les auteurs brésiliens en particulier. Donc évidemment aujourd'hui c'est quelque chose qu'on connaît bien, et il y a nos fameux polars suédois évidemment, dont Actes Sud c'est un petit peu fait une spécialité, mais je dois dire que François avait déjà, et on avait déjà quand même publié pas mal d'auteurs dans le monde entier, avec le Mexicain Paco Ignacio Taibo II, avec toute une brochette d'auteurs italiens. Il y a beaucoup d'auteurs italiens au catalogue L'Image Noire, Valerio Evangelisti, Andrea Pinkett, qui n'a pas du tout un nom italien, mais qui est vraiment très très italien, Piero Colaprico, Luca Boldelmengo,
Maurizio De Giovanni, dont je parlais tout à l'heure, avec sa série qui se passe dans les années 30 à Naples, et un nouveau venu qui s'appelle Alessio Viola. On a sorti de lui là, dans la collection Rivage Thriller, on reviendra peut-être un petit peu sur les formats. Un roman qui s'appelle Celui qui ne dormait pas, qui est une radiographie de la mafia très particulière qu'il y a dans la région de Bari, qui est en fait une mafia qui est liée à la mafia calabraise et qui est une mafia qui essentiellement, bien sûr, fait un peu ce que font toutes les mafias, c'est-à-dire du trafic de drogue et du racket et un petit peu toutes ces spécialités, mais qui a spécialité principale de s'intéresser aux affaires apparemment légales, immobilier, commerce, etc. Et qui évidemment pratique tout ça de manière tout ce qu'il y a de plus criminel, bien entendu. Donc voilà, donc c'est un roman qui est très intéressant, qui à travers un personnage de flic qui est une espèce de, une espèce de flic un peu genre Serpico au départ, il veut bien faire, côté un peu comme ça, justicier, et puis petit à petit il infiltre la mafia et sous l'influence d'un jeune caïd, il tombe dans une dérive personnelle qui le rapproche beaucoup plus du bad lieutenant de Ferrara, et il y a une espèce de côté comme ça, de plus en plus crépusculaire jusqu'à la fin. Enfin voilà, donc Alessio Viola, qui est un auteur italien vraiment intéressant. Et voilà, on a aussi les Espagnols avec surtout Alicia Rivnes Bartlett, qui a une série de procédures policières très amusantes, qu'un couple d'hommes-femmes, un couple d'inspecteurs, et puis une espèce de radiographie de Barcelone assez caustique, assez drôle, des réflexions sur le couple. Enfin, c'est vraiment des romans qui sont beaucoup de finesse, beaucoup de punch, pas beaucoup de violence explicite, mais en revanche beaucoup de finesse dans l'observation sociale, la comédie de mœurs. Et puis on a aussi des Scandinaves, comme tout le monde, parce qu'en fait on a été dans les pionniers des Scandinaves, parce qu'on a publié il y a très très longtemps un Danois qui s'appelle Michael Larsen, avec entre autres un roman très intéressant qui n'a à mon avis pas pris une ride, qui s'appelle Incertitude, puisque ce roman parle en fait d'un sujet tout ce qui est le plus actuel, c'est-à-dire l'incertitude liée aux images qui, avec le virtuel, le numérique, ne constituent plus du tout une preuve de quoi que ce soit et qui contribuent à créer l'incertitude dans le rapport au réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est vraiment le sujet de ce livre qui est tout à fait vertigineux. Voilà, on a un auteur suédois là, qui commence à très bien marcher, qui est Leif. Alors je ne sais pas du tout comment il faut dire, G.W. Persson, enfin je sais que ça se prononce Persson, voilà, et dont on a publié un certain nombre de romans, et là on a entamé une nouvelle série avec un roman qui s'appelle Linda. Et alors lui c'est un criminologue en Suède très très connu. Il est souvent appelé le Elroy suédois parce qu'il part en fait de l'histoire criminelle de la Suède, puisque c'est vraiment sa spécialité, à travers des personnages de flics, de policiers, et il va, un petit peu comme le fait Elroy, réécrire ça à sa propre, évidemment sa propre imagination, mais toujours fondée sur des données réelles, et évidemment c'est une radiographie de la société suédoise qui n'est pas du tout aussi lisse que vous bien pensez, et qui n'a pas besoin de remonter aux anciens nazis comme certains pour s'apercevoir que finalement c'est une société qui est largement en crise, ce que l'on savait déjà, puisqu'en fait les ancêtres du roman policier suédois, c'est Cheval et Valleux, il faut le prononcer apparemment comme ça, voilà, qui sont avec leur personnage de Martin Beck, ont vraiment installé le roman policier suédois selon un schéma assez classique de procédure policière, mais alors avec quand même à la fois une noirceur, un pessimisme qu'on n'attend pas du tout dans ce monde-là qui semble... Voilà, les voilà, tous les deux. Et voilà, tous les deux, voilà. Et c'est vrai que la prononciation au début, quand on le voyait débarquer en librairie, on n'osait pas prononcer leur nom. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des auteurs sur lesquels on reviendra parce que c'est des auteurs qui n'ont pas à l'origine été publiés par Henri Lagenoir, mais tous les titres de ces auteurs sont aujourd'hui dans la collection. Je vous expliquerai comment ça s'est fait et pourquoi.
Voilà, donc bref, tout ça pour dire qu'on a quand même, à part, je crois, la Russie et le Brésil, où on n'a encore pas tout à fait trouvé les auteurs selon notre cœur, on a quand même beaucoup d'auteurs venus de toutes sortes d'horizons différents. Et j'allais dire que même dans le monde anglo-saxon, on a des auteurs issus de toutes sortes de pays, puisque non seulement évidemment des Anglais, des Américains, cela va de soi, mais aussi nombre d'Irlandais, dont le plus récent en date est Stuart Neville, qui est un Irlandais du Nord, mais on en a aussi de République d'Irlande, on a publié Declan Burke, on a publié un autre, on a plein de Burke en fait aussi, c'est une de nos spécialités. Voilà, on a un Sean Burke, donc on a des auteurs irlandais assez variés, on a un auteur écossais essentiel qu'il faut absolument tous avoir lu, qui s'appelle William Macgillane, dont on vient de ressortir la trilogie des enquêtes de Laidlaw, son personnage, dans des traductions révisées de surcroît. Donc ça, il faut absolument lire ça. On a un auteur australien formidable aussi qui s'appelle Peter Temple, dont on a publié Un monde sous surveillance, qui est un roman totalement vertigineux, comme le titre l'indique, sur le thème de la surveillance généralisée et de la marchandisation de l'information dans le monde contemporain, qui est un roman en plus avec de multiples fils narratifs, qui est très très sophistiqué sur le plan narratif. Et puis ce qui est à mon avis son chef-d'œuvre, un roman qui s'appelle Vérité, qui est à la fois une histoire policière qui est vraiment extrêmement forte, et puis j'allais dire c'est aussi un roman qui parle de la corruption politique à Melbourne, et puis qui en même temps parle des rapports père-fils, qui est un thème très fort chez Peter Temple, ce qui fait que ce livre a d'ailleurs eu l'équivalent du Goncourt en Australie. Et il a eu un prix très très important là-bas, et c'est pour moi un auteur tout à fait majeur, quoi. Donc, et on a même un néo-zélandais qui est un auteur aussi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ronald Hugh Morrison, et dont on a publié entre autres L'Épouvantail, qui est un livre noir et assez magique, je dois dire, et qui n'est pas strictement un roman policier, mais qui est clairement un roman noir. Les choses sont vues à travers le point de vue d'un jeune garçon, et que je vous invite à découvrir. Voilà, donc tout ça pour dire que ça se passe un peu dans le monde entier, sachant qu'on n'a pas oublié non plus les auteurs français là-dedans, mais je pense qu'on y reviendra peut-être de manière un petit peu plus spécifique. Et qui dit monde entier dit évidemment que nous faisons traduire beaucoup de textes, puisqu'il y a quand même, on va dire, la proportion n'est sûrement pas totalement exacte, mais pour situer, il y a à peu près 2/3 d'auteurs étrangers pour 1/3 d'auteurs français, sachant que la proportion des Français va grandissant quand même dans la collection, même s'il y en a eu dès les débuts, puisqu'il y a eu Hugues Pagan, Michel Lebrun. Contrairement à ce que les gens pensent souvent, les Français ont été très très vite présents. Voilà, puis il y en a qui sont présents depuis très très longtemps et qui sont fidèles depuis très très longtemps, comme Pascal Dessin. C'est une histoire qui dure depuis 20 ans. Voilà. Et donc qui dit évidemment traduction, qui dit respect du texte, qui dit respect des auteurs, dit qu'évidemment c'est le choix des traducteurs, la question des traductions a toujours été vraiment au cœur des préoccupations de François et de nous tous. D'ailleurs, nous tous, pour revenir un petit peu, pour faire une petite parenthèse, voilà, qui sommes-nous, peut-être aussi, faut-il un peu le dire, puisque bon, François a commencé donc à travailler, voilà, enfin, éditorialement, on va dire plus ou moins tout seul, voilà, après secondé par les gens dont j'ai parlé. Mais moi je l'ai rejoint en septembre 95, ça commence ça va faire 20 ans bientôt. Et puis il y a une petite dizaine d'années, son fils Benjamin nous a rejoints. Il s'occupe d'ailleurs plus spécifiquement des auteurs
auteurs scandinaves, et puis de ce qui se développe évidemment beaucoup aujourd'hui, qui est l'édition numérique de nos textes dont il est chargé. Voilà, donc ça je vais refermer un peu cette parenthèse. Et donc pour en revenir un petit peu au traducteur, je crois que quelque chose qui avait toujours été très important pour François, c'est évidemment le texte intégral, ce qui n'était absolument pas le cas dans les collections policières, encore une fois, dans les années 60, 70 et même encore les années 80, où il y avait énormément de coupes dans les textes, ce qui était quand même une spécialité maison de la série noire chez Gallimard. De toute façon, il fallait que les livres fassent 256 pages, donc c'est pas compliqué, dès que ça dépassait, on coupait. Voilà, et moi j'ai vu, de mes yeux vus, dans les archives de Gallimard, les romans originaux, et c'était barré au feutre ou au stylo-bille, c'était mis coupé tant de pages, et alors les traducteurs avaient souvent carte blanche pour, sous la houlette du directeur de collection, couper. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des coupes totalement aberrantes. J'aime bien citer cet exemple chez Donald Westlake, où il y a quand même, on va dire que dans la série des aventures de Dortmunder, l'humour prime, et de toute façon Westlake est quand même un auteur extrêmement malin, qui a écrit, comme vous le savez, sous plusieurs pseudonymes, puisqu'il a écrit sous le pseudonyme de Richard Stark des romans très très noirs, avec un personnage, un héros qui s'appelle Parker, qui est un personnage de criminel, c'est lui le héros. Voilà Westlake. Voilà Westlake, qui est mort il y a quelques années. Qui est mort une veille de 1er janvier, en fait, ça ne s'invente pas, c'est presque de la fiction, et qui était quelqu'un d'absolument merveilleux, et une intelligence tellement fine, tellement vive, et voilà, c'est quelqu'un qui a écrit donc sous de multiples pseudonymes, dont les plus connus, voilà, sont Tucker Coe et Richard Stark. Et il se trouve que donc il a créé ce personnage de cambrioleur qui a toute une équipe autour de lui. Ils reviennent de livre en livre, et leur spécialité, c'est qu'évidemment, ils concoctent sur le papier, c'est de la fiction, hein. Bon, évidemment, Donald Westlake était, comme je vous l'ai dit, un auteur très très malin, donc qui avait une idée de la fiction et de la mise en abîme et de la citation et de l'hypertexte. Enfin bon, c'était quelqu'un de vraiment extrêmement fin. Et donc, il a cette équipe de cambrioleurs comme ça, avec donc John Dortmunder, le chef de la bande. Et alors, sur le papier, ils ont toujours des idées extraordinaires. Ils vont faire des classes absolument fabuleux, ça va être fantastique, ça va marcher. Et évidemment, ça rate invariablement, c'est comme les Sherlock. Mais ça rate, c'est-à-dire que la catastrophe elle-même, on sait qu'on y va, mais elle est grandiose, quoi. En même temps, ça rate avec panache, quoi, et avec une drôlerie extraordinaire. Et puis alors, c'est des personnages au fil des aventures, et là, il y en a, je sais pas, il y a plus d'une quinzaine à peu près. C'est comme Tintin, c'est-à-dire que les personnages ne vieillissent pas. Dortmunder, Andy Kelp, Murch, ils sont tous pareils, du début à la fin. En revanche, ce qui change, c'est comme dans Tintin aussi, c'est le décor. C'est-à-dire que là encore, c'est des auscultations de la société contemporaine, puisque entre le premier de Hot Rod, Pierre qui roule, jusqu'au dernier Top Réalité, où on est carrément dans la télé-réalité, voilà, le monde change. Et donc, au fur et à mesure, effectivement, de cette aventure, le monde change, et on voit, bien entendu, la veine satirique de Donald Westlake qui s'exerce, évidemment, à travers ces personnages. Et donc, ces personnages ce personnage-là de Dortmunder, dans un roman que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ginny the Kid, qui a été préalablement publié par la série noire de Gallimard sous le titre « Ne riez pas, voilà autre chose », enfin « V'là autre chose » plus exactement, donc Ginny the Kid, ça s'appelait « V'là autre chose » en série noire. Et donc dans « V'là autre chose », il y a entre autres un moment très drôle où ils décident, leur acte criminel, ça va être de kidnapper un adolescent, pour avoir une rançon bien entendu, et disent voilà, on a lu un bouquin
d'un certain Richard Stark. Le bouquin n'est pas terrible, mais bon, voilà, on va quand même s'en inspirer pour monter notre kidnapping, parce que voilà. Et donc, ce passage-là, qui est quand même extrêmement drôle, où ils sont là à dire, non, mais Richard Stark, c'est quand même pas terrible, t'es sûr, oui, oui, bon, non, et tout. Donc, ça fait 2-3 pages comme ça, très amusantes. Et ça avait été coupé dans la version de chez Gallimard, parce que c'était pas... Comment dire, c'était pas de l'action pure, et eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment voilà, de l'action pure, ce qui évidemment va totalement réduire jusqu'au contresens de Donald Westlake, puisqu'en fait, ce qui est intéressant chez Westlake, c'est pas l'action, c'est tout le reste. Voilà, c'est l'humour, c'est tout ce qui est, encore une fois, le renvoi d'un texte à l'autre, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que en Rivage Noir, les traductions sont intégrales, et c'est la raison pour laquelle aussi bien Donald Westlake, tous ceux qu'on a donc republiés, on les a fait ou retraduire ou compléter tout ce qui était manquant. Là, c'est un travail qu'on continue d'ailleurs avec un auteur comme Jim Thompson, qui est auteur tutélaire de la collection, puisque là, en fait, on a racheté donc, les romans de Thompson qui étaient parus chez Gallimard, dont le célèbre 1275 âmes. Voilà, qui va être entièrement retraduit. On a fait retraduire également The Killer Inside Me, qui s'appelait Le démon dans ma peau, et on lui a restitué son titre avec L'assassin qui est en moi. Et donc voilà, c'est tout, ça fait vraiment partie de l'essentiel du travail. Auteur très grand auteur américain, évidemment, et bon, très noir, et qui, évidemment, en version coupée, évidemment, on enterre une bonne partie. Donc voilà, on a également dans les retraductions, je reviens au suédois, le Cheval et Valleux, puisque en fait, il se trouve que ces auteurs suédois, donc, les 4 premiers titres de la série qui mettent en scène Martin Beck avaient été traduits de l'anglais. Il y a une première traduction en anglais, et donc, pas gêné, il n'y avait pas de traducteur du suédois, vous savez, trop compliqué, donc, hop, allez, on va traduire de l'anglais. Donc là, sous la direction de Benjamin Galif, tout a été revu et retraduit du suédois comme il se doit. Donc évidemment, c'est comme ça qu'on a republié l'ensemble de la série. Voilà, donc tout ça pour vous dire, là, évidemment, le choix aussi, non seulement de retraduire des textes qui ont été coupés ou mal traduits, évidemment, quelque chose de central, mais le choix des traducteurs proprement dit aussi est très, très important, puisque on essaye autant que possible d'associer un traducteur à un auteur, et en général, ils lui sont fidèles, et maintenant, il y a un petit peu des couples comme ça qui se sont créés dans la collection. Pour ce qui est de James Ellroy, Freddy Michalski a assuré la traduction d'Ellroy pendant des années, et puis c'est un fait que Ellroy est un auteur très très exigeant à traduire, et je crois qu'au bout d'un moment, les traducteurs fatiguent. C'est une évidence. Et donc, c'est Jean-Paul Gracias qui a pris le relais à partir de American Death Trip, qui était le 2e volet de la trilogie Underworld. Voilà. Mais il vient de finir Perfidia, là, voilà, vous avez en vitrine, qui est là, voilà. Le tout dernier en date qui inaugure donc, le nouveau Quatuor de Los Angeles, c'est-à-dire que pour situer, si vous n'avez pas encore lu les milliers d'articles de presse qui sont parus, c'est donc le projet de James, c'est donc de repartir avant le Dahlia Noir, le Grand Nulle Part et les Confidential et White Jazz, donc de repartir en 41, juste avant Pearl Harbor, pendant et après, pendant un petit mois en fait, le mois de décembre. Et donc les personnages que l'on trouve dans le Dahlia Noir, on va les connaître dans leur jeunesse, 7 ans plus tôt. Voilà, dans ce roman qui est tout à fait passionnant. Enfin, je ne vais pas faire l'article, je crois que voilà, c'est évident. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. On était sur le nouveau traducteur. Le nouveau traducteur, Jean-Paul Gracias, voilà, qui vient de terminer Perfidia et qui, comme moi, est un peu fatigué. Moi, je n'ai pas traduit Perfidia, mais voilà, c'est un auteur quand même très très exigeant à traduire, parce que sa langue est à la fois très riche au niveau du vocabulaire, très, très compacte, très ramassée, mais en même temps, il y a aussi
énormément de recherches à faire, la partie documentaire est très très importante, vous avez vu la taille, c'est quand même 800 pages. Donc une fois qu'on a digéré ça en tant que traducteur, on est un peu fatigué, voilà. Donc d'où le fait que voilà, les traducteurs ont tendance des fois un petit peu à se dire ah mais bon j'arrête. Alors voilà, et bon pour citer d'autres couples célèbres pendant des années, voilà Donald Westlake a été traduit par un traducteur très talentueux qui s'appelle Jean Hesch, mais qui maintenant fait beaucoup de sous-titrage de films et qui a un petit peu moins le temps de se consacrer à la traduction littéraire, mais bon, il en a quand même beaucoup traduit avec talent. Denis Lien est traduit par une formidable traductrice qui s'appelle Isabelle Maillet et voilà, qui le traduit presque depuis les débuts et voilà, avec vraiment beaucoup de talent. Voilà, il y a aussi comme traducteur de David Peace, et parce que là aussi c'est du boulot. Il faut parler de David Peace qui a été traduit exactement, c'est exactement la même problématique qu'avec Elroy, puisque voilà, en fait, deux traducteurs se partagent David Peace, oui, puisque les premiers, c'est-à-dire que bon, la 1983 clôt en fait, les autres sont en bas. Voilà. Un quatuor aussi de livres, qui est le quatuor du Yorkshire, donc voilà, ce sont des histoires qui se passent toutes dans la décennie, on va dire 70 jusqu'à 83, puisque chaque livre en fait porte le titre d'une année. Donc on commence avec 1974, ensuite on passe à 1977, 1980 et donc le dernier 1983. La ligne directrice, on va dire, ce sont des crimes qui sont commis donc, dans cette région du nord de l'Angleterre, où règne à la fois la corruption policière et politique, et en même temps où des faits divers sanglants se sont produits, dont le plus célèbre est l'affaire de l'éventreur du Yorkshire, dont on a tous entendu parler. Et donc David Peace repart, on va dire, de ces faits divers pour faire quelque chose de beaucoup plus ample, évidemment, que seulement de broder sur des faits divers, mais de brosser un tableau de toute cette décennie, et cette décennie qui est quand même marquée aussi politiquement par l'avènement de Margaret Thatcher au pouvoir, et donc de toutes les conséquences que ça a eu sur le plan social. Donc tout ça se mêle dans cette tétralogie extrêmement riche, c'est-à-dire c'est à la fois la vie des gens, la psychose, la destruction du tissu social qui est très très bien montrée, la psychose qui est induite évidemment par les crimes qui sont commis, et la corruption policière, et comment tout ça se mêle dans une espèce de chant extrêmement noir et lyrique, où finalement ces 4 romans sont aussi des odes aux victimes, donc dans une langue très très incantatoire, donc ce sont très très beaux livres. Voilà, tout ça pour dire que David Peace est un auteur très exigeant à traduire, parce qu'il faut réussir à trouver la rythmique, et puis bon, ce sont aussi de gros livres, et donc alors toute la tétralogie là, a été traduite par un traducteur qui s'appelle Daniel Lemoine, et qui s'est donné avec aussi beaucoup d'exigences à David Peace. Et puis il y a un moment, la noirceur de l'univers, parce qu'il faut bien avoir conscience du fait que traduire est une chose, évidemment c'est un exercice technique qui déjà demande aussi beaucoup de talent, mais je crois qu'après, quand on suit un auteur depuis longtemps, on est imprégné totalement des univers, et l'univers de David Peace est quand même un univers justement parce que l'auteur a ce talent, ça hante, et je crois qu'à la fin, Daniel Lemoine était vraiment très hanté par la noirceur de l'auteur, et qu'à un moment, il a un peu voulu faire une pause, et que donc c'est Jean-Paul Gracias qui là encore a repris le flambeau, comme il l'avait fait après Elroy, il a repris la traduction de David Peace, davantage lui avec la trilogie japonaise, puisque l'autre pan, on va dire, de ce que David Peace a écrit, c'est ce qu'il vit au Japon depuis maintenant une quinzaine d'années, et il a donc entrepris d'écrire des romans criminels qui se passent au Japon au lendemain de la guerre. Juste le premier commence avec la reddition du Japon, et puis ça se poursuit. Et là, on attend assez prochainement le 3e volume de cette trilogie. Voilà.
là, c'est un peu un nouveau couple qui s'est installé, voilà, David Peace, Jean-Paul Gracias. Parce que David Peace, il a été surnommé le Elroy anglais quand il a commencé. Oui, je crois qu'on l'a surnommé le Elroy anglais parce la que noirceur. lui aussi, pour la noirceur, et puis aussi parce que de la même façon qu'Elroy, il s'est emparé, on va dire, de l'histoire de son pays pour la réécrire selon ses propres fantasmes, selon les propres critères de son imagination. Il a refictionnalisé tout ça, mais il y a cette même démarche. Après, on peut dire qu'il y a des points communs au niveau de l'écriture. Il y en a et il n'y en a pas. Enfin, pour moi, c'est un petit peu les deux choses parce que, j'allais dire, Elroy, son écriture a quand même subi des variations entre, on va dire, ce qu'est l'écriture du Dahlia Noir ou de L.A. Confidential et ce qui est devenu son écriture avec White Jazz, avec American Tapestry. Une écriture beaucoup plus saccadée, beaucoup plus télégraphique, beaucoup plus... et l'écriture de David Peace qui a des côtés aussi qui peuvent être qualifiés d'un peu télégraphique, d'un peu... Mais je dirais qu'il y a chez David Peace quand même quelque chose de beaucoup plus incantatoire que chez Elroy. Je pense que ce qui a fait qu'on les a rapprochés, c'est quand même essentiellement l'ampleur des projets, c'est-à-dire que des tétralogies, se fonder sur l'histoire réelle d'un pays et puis l'utiliser comme matériau de fiction. Voilà, je pense que c'est ça surtout qui les a rapprochés, plus que réellement des questions stylistiques, parce que pour moi, c'est pas des gens qui travaillent tout à fait de la même façon. Mais voilà. Mais il n'empêche que bon, aujourd'hui, il bénéficie du talent du même traducteur, qui est quelqu'un d'absolument formidable, qui a traduit de nombreux livres d'ailleurs dans la collection Rivage Noir. Il y a aussi des gens importants dont il faut parler, c'est Pierre et Daniel Bondil. Voilà, Daniel Bondil qui est fidèle à un auteur qui s'appelle Bill James, qui raconte des histoires de procédures policières qui se passent dans un pays de Galles un petit peu indéterminé, dans une ville qui est Cardiff mais qui n'est jamais nommée, et où il est question de flics et de truands qui se renvoient la balle dans une espèce de jeu de ping-pong assez pervers, et où en fait, à la fin, quand vous allez refermer les livres, vous ne savez pas très bien qui est le plus pervers, qui est le plus méchant, qui est le plus noir ou le plus criminel, les truands ou les flics, en fait, parce qu'ils sont aussi machiavéliques les uns que les autres. Donc c'est des romans qui sont assez subtils, et voilà, ils sont traduits par la même personne depuis des années. Et puis Pierre Bondil, qui est lui le traducteur fidèle de Tony Lerman, le grand auteur qui a écrit toute cette série sur les Indiens Navajos, que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, bon, Tony Lerman qui est mort aujourd'hui, mais dont la fille a repris la série. Oui, absolument. Annie Lerman, sa fille, avec un roman qu'on a sorti l'année dernière qui s'appelle La fille de femme araignée. Oui, très juste. Voilà, et où elle a repris un petit peu les personnages de son père. Voilà, donc on essaye d'avoir comme ça des gens, voilà, Stuart Neville aussi il est derrière. Voilà. Ratlines, qui est donc un roman qui est un roman qu'on peut qualifier d'historique, même s'il a par ailleurs toutes les caractéristiques du thriller, puisqu'il se passe en 1963, au moment où, juste avant d'ailleurs, peu avant que Kennedy ne soit assassiné, il va faire une visite en Irlande, et en fait le sujet principal de ce roman, c'est comment d'anciens nazis ont trouvé refuge en Irlande du Nord, et donc il y a toute une histoire qui est liée à ça, donc à ces anciens nazis qui sont assassinés, dont certains sont assassinés, puisque c'est ça qui ouvre le livre, et donc il y a toute une chasse à l'homme comme ça qui se produit avec un personnage principal qui est un homme des services secrets irlandais, mais qui est en même temps qui a un cas de conscience parce qu'il doit retrouver des assassins, mais il se rend compte que réellement ces assassins sont des assassins nazis. Donc jusqu'à quel point doit-il réellement les poursuivre? Donc il y a tout un contexte comme ça très, très c'est passionnant. formidable. Je viens de le lire. J'avais jamais lu Stuart. Ah oui, et c'est un auteur vraiment, c'est une de nos découvertes récentes en fait. C'est quelqu'un qui est assez
jeune, hein, qui est en pleine production, puisque là on vient d'en avoir un tout nouveau là, qui est arrivé. Voilà. Et en fait, avant Ratlines, donc les Ratlines, en fait, c'est comme ça qu'on appelait les réseaux d'exfiltration de nazis. Et il y avait toute une filière en fait. Et donc on a beaucoup su évidemment que les anciens dignitaires nazis ou tout simplement des gens qui étaient actifs en la matière avaient trouvé refuge en Amérique latine, mais également en Irlande du Nord. Enfin moi je vais dire que je ne le savais pas, je l'ai découvert avec Stuart Neville, et que ce roman effectivement a des côtés tout à fait passionnants. Après ça se lit vraiment, il y a des chapitres très courts, c'est vraiment un roman aussi, un roman d'action dont on tourne les pages de manière... Et les Bretons sont concernés aussi. Et les Bretons sont concernés, oui, oui, vous en découvrez. Ah oui, complètement. Absolument. Vous voulez une chaise? Non. Ça va. Et puis, et donc avant Ratlines, il a donc fait une trilogie avec deux personnages, en fait, essentiellement, un ancien tueur de l'IRA. Bon, il faut préciser que Stuart Neville est un Irlandais du Nord, qui n'est pas proche de l'IRA à la base, mais qui n'est pas non plus un orangiste fou, du tout, loin de là. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul par rapport à ce conflit et qui n'est pas du tout un partisan, et ses romans, d'ailleurs, montrent bien comment les choses sont extrêmement intriquées et que voilà, il n'y a pas un camp avec les bons et un camp avec les méchants, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est d'ailleurs le grand intérêt de lire ses livres. Et donc, il s'est fait connaître avec un roman qui s'appelle Les fantômes de Belfast, et dont le sujet d'ailleurs est le suivant, un ancien tueur de l'IRA qui est... les accords de paix ont juste été signés, donc au moment où s'ouvre le roman, et le tueur évidemment est, sans emploi, et bon, il a sombré dans l'alcoolisme, et puis il commence à avoir des remords de ce qu'il a fait, parce qu'il a quand même tué pas mal de gens, et puis il est hanté un petit peu comme, il y a des côtés très très shakespeariens dans le début de ce livre, moi que j'aime beaucoup, je trouve très fort. Il est hanté par les fantômes, les fameux fantômes de Belfast, des gens qu'il a tués. Et en fait, il a des espèces de visions, et c'est là que ça fait de manière extrêmement subtile, parce qu'on ne sait pas très bien si c'est pas vraiment du fantastique, on ne sait pas si ce sont des visions, on ne sait pas si ce sont des délires éthyliques, on ne sait pas si c'est la manifestation du remords. C'est dit comme ça. Les fantômes arrivent à lui et lui disent, voilà, il faut nous venger, et donc il se dit, ben oui, voilà, ok, je vais venger chacun des morts que j'ai causés. Et donc il va se retourner contre ses anciens commanditaires, c'est-à-dire les gens de l'IRA qui aujourd'hui dirigent l'Irlande du Nord, et voilà, et donc du coup il y a une espèce de double chasse à l'homme, c'est-à-dire que lui va essayer de venger ses anciennes victimes, donc de se retourner contre ses commanditaires de l'IRA, et puis en même temps, quand les meurtres commencent à se produire, les gens de l'IRA qui sont dans les ministères, dans les services, disent mais qu'est-ce qui se passe quoi, et ils se rendent compte que c'est lui, et donc il devient à la fois chasseur et proie, il est traqué en même temps, donc il y a cette espèce de double articulation qui fait que le roman avance comme ça très très vite, et c'est vraiment aussi tout à fait formidable quoi. Sur Stuart Neville, je ne sais pas, on peut peut-être aussi parler un petit peu des Français, parce que là je parle un petit peu peut-être si vous voulez bien, de leur place dans la collection, parce qu'elle a quand même été, je le disais, ils ont été présents très très vite, et puis c'est vraiment une histoire de fidélité, quoi. Je crois que c'est vraiment des gens avec qui, à de rares exceptions près, puisque bon, voilà, il y en a qui sont partis, là, comme Nick Manotti, ce que je regrette, parce que c'est vraiment un très très bon auteur, c'est vraiment voilà, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une de Nick, voilà. Voilà, il y a un garçon aussi qui s'appelle Thomas Bronek, qui est très intéressant, là c'était un peu l'inverse, ils sont partis chez Gallimard, bon voilà, ça arrive, mais à de rares exceptions près quand même, ce sont des aventures qu'on a menées avec eux, de longue haleine, et voilà, avec des auteurs emblématiques qu'on publie depuis très très longtemps, comme je disais
c'est Pascal Dessin qui a fêté ses 20 ans avec nous. Voilà, et puis un beau roman, la dernière en date, le chemin s'arrêtera. Voilà. Et puis voilà, Jean-Luc Goppel aussi, bon, on a publié de manière fidèle. Voilà, des romans, Monsieur Chat, voilà. Et puis, il a écrit un roman qui s'appelle Chaton Trilogie, avec un beau chat en couverture. Voilà. Et puis, les auteurs, il y a Jean-Jacques Buzinot, dont j'aimerais bien parler parce que c'est un auteur très atypique, qui est suisse, qui a écrit, on va dire, grâce à Nicolas Bouvier, voilà, qui était un ami de ses parents. Et vous voyez, c'est ça la connexion entre Payot et Rivage, en fait, puisque Nicolas Bouvier est publié chez Payot et que du coup, Jean-Jacques Buzinot avait le manuscrit de Un café, une cigarette, ce roman qui se passe parmi les gamins des rues napolitains. Voilà, dans ses tiroirs, et puis il avait fait lire à Nicolas Bouvier qui l'a encouragé, qui a fait passer le manuscrit de Payot à Rivage entre les mains de François Guélif. Voilà. Et Jean-Jacques Buzinot, moi c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, c'est un auteur très très engagé, pour le coup il a une voix singulière. C'est une écriture qui est assez à la fois brute et poétique, et ses sujets sont toujours extrêmement forts. C'est vraiment un auteur de l'engagement social, et en particulier ce qui lui tient à cœur, c'est l'enfance maltraitée. Voilà, moi c'est un auteur avec qui je travaille éditorialement de manière suivie presque depuis les débuts, enfin pas son tout premier livre, Un café, une cigarette, mais dès son deuxième livre, et voilà. Et que je vous engage vraiment à découvrir, parce que son écriture ne ressemble à nulle autre, quoi. Il y a un côté, il y a une forme d'apparente naïveté, et en même temps, il y a une sophistication dans les images, et puis la force de l'engagement vous emporte aussi. C'est quelqu'un qui d'une grande sincérité aussi dans ce qu'il fait en tant qu'auteur, dans son rapport à son métier d'écrivain aussi, qui est très important. Le dernier livre en date qu'on a publié de lui n'est pas un roman noir ou policier, enfin pas un roman noir, j'allais dire, c'est presque un roman noir, c'est une autofiction qui s'appelle Cancer du Capricorne, et dans laquelle qui est un très très beau récit dans lequel il raconte de manière, c'est une autofiction, hein, je précise bien qu'il y a auto très nettement, mais qu'il y a quand même aussi fiction, dans laquelle il raconte un double drame qui est une maladie orpheline dont il est atteint, et puis la mort de son fils qui a été renversé par une voiture. Voilà, donc ce double drame articule ce récit qui est totalement poignant, qui pour moi est une espèce de modèle du genre, parce que on est pris aux tripes, et ça je dois dire, quand je dis pris aux tripes, c'est vraiment pris aux tripes, et en même temps il y a un recul, il y a une distance qui évite tout le pathos larmoyant. Je trouve que c'est un livre totalement exceptionnel. Donc il n'est pas du tout policier, voilà, c'est une... Et là, Buzinot est en train de travailler là sur un prochain livre, je l'espère. Voilà. Et voilà. Il y a aussi un auteur dont on a pas mal parlé ces derniers temps, qui est Hervé Lecor, voilà, qui est un auteur maintenant qu'on suit depuis un petit moment. Il est arrivé dans la collection avec un très beau roman qui s'appelle L'homme aux lèvres de saphir, qui se passe à la chute de Napoléon III, qui est une histoire de serial killer, si on veut aller par là, puisque en fait, un tueur sévit dans Paris, et il se révèle qu'il commet ses crimes en s'inspirant, on va dire, des chants de Maldoror. Voilà. Et je ne vous en dirai pas plus, sauf de vous dire que ce roman est écrit dans une langue d'époque, mais qui n'a rien de caricatural et d'artificiel, parce que voilà, c'est une recréation, on va dire, qui est propre à l'auteur, c'est une langue tout à fait magnifique. Et il y a tout ce petit peuple de Paris qui traverse le roman à travers un personnage en particulier, voilà, qui appartient à l'emboissement des petits ouvriers, des caboulots, des pavés, de la nuit, qui est extrêmement réussi.
Et puis après, pour vous finir de vous mettre l'eau à la bouche, je dirais que Hervé Le Corre résout, outre ses qualités, il résout l'énigme littéraire de la mort d'Isidore Ducasse de manière assez inventive et élégante, je dois dire. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui ajoute un plus à ce roman qui l'a vraiment fait connaître, quoi, de manière... Bon, il avait publié avant des romans très très noirs à la série Noire avant, puis il avait arrêté d'écrire pendant tout un temps. Et puis il est venu vers nous avec ce livre. L'homme aux lèvres de Saphir, et puis c'est une aventure là qui continue, puisqu'on a publié de lui un très beau roman noir qui s'appelle Les Cœurs déchiquetés, qui a remporté beaucoup de prix. Et puis également l'année dernière, là, qui a aussi été très primé, qui a eu remporté le prix de la sélection Lire du meilleur roman policier, qui a eu le prix européen du Polar du Point, et qui est donc Après la guerre, qui est un roman qui se passe à Bordeaux dans les années 50, où on a à peine fini la Seconde Guerre mondiale, que la guerre d'Algérie commence, et c'est un roman qui s'articule entre ces deux périodes, c'est-à-dire que cette ville de Bordeaux, qui était tellement marquée par la collaboration avec... entre autres, il y a un personnage de flic, des personnages de flic, mais un en particulier complètement terrifiant, qui a été une espèce d'âme noire, d'âme damnée pendant l'occupation, qui a trempé dans tous les trafics, et qui a été un collaborateur, et qui est un personnage d'un machiavélisme redoutable. Et ce flic règne encore, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'épuration, quoi que ce soit. Beaucoup de choses sont restées en place dans cette ville qui était vraiment la Bordeaux sombre et tout, enfin qui n'est pas la ville d'aujourd'hui, quoi. Ça c'est très très clair, et Hervé Le Corre, il a vraiment l'art de créer des atmosphères qui sont extrêmement prenantes. Et donc un pan de ce livre, voilà, c'est Bordeaux avec ce flic qui a tissé sa toile comme ça. Et puis un jeune homme qui est apprenti dans un garage et qui va partir en Algérie, puisque voilà, il est appelé. Et certains de ses copains désertent tout de suite. Lui, il est orphelin, donc il se dit bon voilà, je fais ce qu'on me dit, quoi. Il faut y aller, quoi. J'y vais. Et puis il y va. Et il y a en alternance tout ce qui va se passer autour de ce personnage là-bas en Algérie quand il y arrive. Et là, je dois dire que c'est aussi un roman complètement secouant, parce que rien n'est manichéen, quoi. C'est-à-dire tout ce qui va se passer en Algérie, il va découvrir, ce jeune homme, ce que c'est que la guerre. Voilà, c'est ça. Après la guerre, c'est encore la guerre, et ça va lui arriver de plein fouet. Et pendant ce temps-là, à Bordeaux, il va se passer des choses qui ont un rapport avec sa vie à lui, à ce jeune homme. Je n'en dis pas plus, mais les deux périodes, les deux histoires vont se rejoindre l'une et l'autre, et tout ça va tisser une trame vraiment très 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 forte. Bon, c'est à la fois historique, mais en même temps c'est surtout un roman profondément humain, quoi. Bon, je pense que ça a été vraiment salué effectivement par la presse, mais je crois quand même à juste titre, parce que pour moi c'est vraiment un des tout meilleurs auteurs français, Hervé Le Corre, voilà. Il vient d'arriver en rivage noir. Et oui, en voilà, format poche. En format poche, voilà, puisque oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que en fait, ceci qui est la maquette du grand format, donc, qui s'appelle Rivage Thriller, cette collection qui a été créée sous cette forme, c'est-à-dire de grand format, puisqu'au départ, Rivage Noir, c'était des inédits poches. C'est-à-dire c'était pas du tout une collection de poches comme le livre de poche, etc., reprenant des titres. C'était vraiment des inédits. Voilà, à prix accessible, à prix poche. Et puis, l'économie du livre faisant, avec le coût des traductions, avec le coût de l'achat des droits des livres étrangers, eh bien, on a été amené... François a été amené à créer donc une collection en grand format qu'on pouvait donc vendre plus cher en librairie, et donc amortir par ce biais le coût des traductions. Et donc il a créé en fait c'était avec Cauchemar dans la rue, hein, si je ne dis pas de bêtises, avec Robin Cook. Je crois que ça s'est peut-être créé, il me semble. Voilà. Et du coup,
maintenant fonctionne en parallèle, donc la collection en grand format dans laquelle paraissent nombre de titres étrangers, et puis la collection de poche. Mais je tiens quand même à préciser que y a toujours des inédits en poche directe. Donc ce qui permet, c'est de plus en plus difficile de maintenir ce type d'économie, vu ce que devient le livre aujourd'hui, parce qu'évidemment les marges sur un livre de poche ne sont pas du tout les mêmes. Mais on tient quand même à faire que les gens, un livre en grand format est quand même autour de 20 € aujourd'hui, un petit peu moins ou un petit peu plus, et qu'il y ait encore des inédits accessibles à des prix autour de 8 ou 10 €. Quoi. Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc il y a toujours des inédits en poche. Voilà. Et on peut peut-être terminer un peu sur aussi les nouveaux venus dans la collection. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique Format, qui est issu du cinéma, qui a un parcours très intéressant, qui en fait a passé 15 ans à Los Angeles, qui a même fait un film là-bas, un film avec Jeff Bridges, qui est un film policier. Voilà. Et en fait, on l'a connu comme ça, quand il est rentré en France. Il avait été un petit peu repéré comme étant un de ces Français qui avait fait des films à Hollywood, etc. Et puis, c'était un petit peu compliqué pour lui de rebondir, en tout cas dans le cinéma, parce qu'il avait beau avoir tout ce pédigré à Los Angeles, les producteurs français, ça ne les intéressait pas plus que ça. Donc bref, il avait plein de scénarios dans ses tiroirs, donc il s'est dit, mais oui, j'ai toujours adoré le noir, le policier, etc. Donc il s'est mis à écrire des romans policiers. Voilà, et donc on en a publié un certain nombre en inédit poche, justement, en rivage noir, un roman qui s'appelle Voyoucratie, qui est vraiment un roman de gangster, un peu à l'ancienne, voilà. Et puis ça a été suivi par un autre qui s'appelle, toujours en inédit poche, qui s'appelle Hollywood Zéro, où là il repart un peu de son expérience justement à Hollywood et il montre absolument l'envers du décor à travers un personnage qui est au départ un petit voleur, quoi. Et ce petit voleur, il a des gens aux fesses parce qu'il a des dettes, et puis il se dit il faut que je me sauve quelque part parce que sinon ils vont me rattraper. Et donc il a un copain à Los Angeles, donc il file à Los Angeles, et là ce copain, il se révèle que c'est un type pas très honnête, qui fait des magouilles en montant des projets de films bidons. Et donc il se retrouve là-dedans, toute une histoire comme ça, avec ce faux producteur qui monte des faux projets de films et tout. Et c'est comme ça que c'est l'occasion de montrer, à travers une histoire policière qui se passe à Los Angeles, de montrer les coulisses de Hollywood qui ne sont pas très... Voilà, comment dire, c'est pas si glamour qu'on le pense. Voilà, exactement. Et puis là, on vient de publier, donc en revanche, en grand format, dans cette collection, un roman alors tout à fait atypique, qui n'a rien à voir avec les précédents, de ce Dominique Format, qui s'appelle Amor. Amor, c'est le premier volet d'une trilogie qui n'aura pas du tout les mêmes personnages, il n'y aura pas de personnages récurrents, mais en revanche, ce qui sera récurrent, c'est le thème. C'est-à-dire que Dominique a pensé à juste titre, qu'en fait, autant il y avait des scènes de sexe dans les polars, ça c'est pas le problème, mais qu'en revanche la question, on va dire les questions sexuelles en tant que thème n'étaient pas vraiment abordées dans le roman policier, et il s'est dit voilà, je vais faire ça. Donc il a entrepris cette trilogie autour de cette thématique, c'est-à-dire que donc à chaque fois il va être question d'un aspect, on va dire particulier de la sexualité, autour d'une histoire noire. Et donc il a commencé avec Amor, là qu'on a sorti il y a 2 mois, où il est question là, d'un ménage à 3. Dans le prochain, il va être question globalement du thème de l'impuissance, et dans le 3e, il va être question plutôt de pratiques sadomaso. Voilà, c'est ça ses thèmes directeurs. Et à partir de là, bien entendu, c'est quand même essentiellement un romancier de la critique sociale, très dans Amor. Là, si vous le lisez, vous verrez que c'est clairement ça, c'est-à-dire que bien sûr ce thème du ménage à 3 est central, puisque c'est ça qui fait avancer l'histoire, c'est le moteur de l'histoire. Il
N'empêche que, évidemment, ce qui prime dans le roman, c'est vraiment toute une critique sociale du monde contemporain, des mœurs contemporaines, des mœurs politiques. Bon, c'est le grand intérêt du livre. Et là, bon, comment dire, je suis une très mauvaise vendeuse parce qu'en fait, je vais vous dire, il n'y a pas tant que ça de scènes croustillantes dans ce livre. Il y en a, mais pas tant que ça, voilà, c'est pas un livre de cul pour le dire. Voilà. En revanche, c'est vraiment un livre qui est assez fort sur le plan. Mais le sujet est vaste quand même. Le sujet est vaste. Là, c'est vraiment un couple avec une troisième personne. Et c'est un roman sur les rapports de force, les rapports de pouvoir, de manipulation, de domination, et comment, en fait, voilà, la société contemporaine fonctionne aussi bien dans les différences de milieu social. C'est un roman qui est d'une très grande cruauté. Et puis à la fin, il y a une fin que je trouve, moi, personnellement, quand même assez poignante. C'est un roman, il faut le lire jusqu'à la dernière ligne, parce que si vous ne le lisez pas jusqu'à la dernière ligne, vous ratez l'histoire. Voilà. Ça va. Il y a une trajectoire, c'est vraiment un roman qui suit une trajectoire, ça c'est sûr, de manière assez linéaire. Et si on ne lit pas jusqu'à la dernière page, on a raté le livre en fait. Donc voilà, c'est vraiment. Autant il y a des romans, on se dit bon voilà, après tout, là il faut vraiment lire jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est les projets de Dominique Formin. Et puis il y a aussi un auteur qu'on aime beaucoup, avec qui on fait un bout de chemin depuis des années, qui est Christian Roux, qui lui aussi est vraiment un romancier du social et très engagé sur le plan politique, puisqu'on a publié de lui, alors en pareil, un inédit en poche, Henri Lagenois, qui était très fort, qui s'appelle L'homme à la bombe, qui raconte l'itinéraire d'un type qui se retrouve au chômage, qui n'arrive pas à trouver de boulot. D'autant moins que pour son malheur vis-à-vis de tous les employeurs qu'il contacte, il est noir et ça ne l'aide pas. Et que cet homme, eh bien, aux abois, il décide d'aller braquer une banque, mais comme c'est pas du tout quelqu'un de violent, il va le faire avec une fausse bombe. Il fabrique une fausse bombe, je ne sais plus quoi, en pâte à modeler, je ne sais quoi. Et voilà. Et évidemment, ça va faire basculer sa vie quand même dans une spirale qui va le dépasser complètement. Et bon, c'est évidemment l'occasion à travers ce livre de mettre en crise la société contemporaine, voilà, l'injustice sociale. Enfin, c'est un roman assez bref qui se lit comme ça, qui traite une espèce de trajectoire comme une lame de couteau, comme un trait. Voilà. Par ailleurs, on a publié de lui aussi un roman qui s'appelle Kadogo. Kadogo, c'est les enfants soldats, en fait. Donc, il est question des enfants soldats dans ce livre, mais pas que, puisqu'il y a aussi un personnage assez original comment dire, tueuse à gages, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est une femme, en fait, qui fait des euthanasies sur commande, on va dire, c'est son métier. Et puis elle se retrouve un jour à devoir en faire une pour un personnage de notable, très riche, qui est mourant. Et puis derrière tout ça, en fait, il y a tout à fait autre chose, quoi. Voilà, donc c'est un roman qui a beaucoup de... Alors pour le coup, ça, c'est pas du tout une lame de couteau, c'est des fils narratifs, au contraire, qui sont tressés de manière très très subtile. Il y a une structure très très sophistiquée. Mais pour aboutir, voilà, toujours un peu au même thème qui traverse l'œuvre de Christian Roux, c'est-à-dire la révolte sociale, la révolte politique. Alors dans Adieu Lily Marlène, pour la première fois, là, il nous fait un roman qui met en scène un personnage qui dit « je », puisque tous ses autres romans étaient écrits à la troisième personne. La première fois, c'est un roman qui est écrit à la première personne, et qui met en scène un personnage de musicien. Christian est musicien. La musique joue un rôle très central dans ce livre.
où il est question donc de ce personnage qui est un personnage assez naïf. Il n'est pas fait du tout pour vivre une histoire noire policière, ce personnage de Julien qui est pianiste dans un bar, qui a raté sa carrière de grand concertiste, donc il a atterri pianiste de restaurant. Voilà. Et puis il a une espèce de passé comme ça qui va le rattraper. Et il se trouve que dans le restaurant où il joue, il y a une dame très âgée, très chic, avec un côté un peu suranné comme ça, qui lui demande tout le temps, chaque week-end, est-ce que vous pourriez jouer Lili Marlène, s'il vous plaît? Donc il joue Lili Marlène et la dame lui donne des pourboires extrêmement généreux. Et puis un jour, elle ne vient plus. Et en revanche, un soir où il joue, il y a une espèce de gros bras un peu patibulaire qui débarque dans le restaurant et qui lui dit « Bon, t'as intérêt à nous suivre ». Et là, il comprend qu'il y a une espèce de lourde erreur de jeunesse qui va le rattraper. Donc il y a toute une histoire comme ça, très très policière. Et donc, voilà, il y a une espèce d'engrenage qui va s'enclencher. Et il va retrouver, de manière totalement imprévue, cette vieille dame, mais dans un tout autre contexte, sur le yacht d'un milliardaire russe. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais sachez que le vrai sujet du livre, quand même, c'est la musique à l'époque du nazisme. Donc c'est un roman qui a été, voilà, Christian a fait une intervention au mémorial de la Shoah, etc. Bon, c'est autour de ce livre. C'est quand même ça le sujet qui traverse le livre. C'est, voilà. Il n'y avait pas que les livres qui étaient censurés. Il n'y avait pas que les livres qui étaient censurés, il n'y avait pas... On a moins parlé de la musique. On a très peu parlé de la musique et des compositeurs qui étaient... Et donc il y a de très très belles pages là-dessus sur des compositeurs qui sont d'ailleurs tellement tombés dans l'oubli, qui ont soit péri dans les camps, soit qui se sont exilés aux États-Unis et puis qui n'ont plus joué, dont les partitions ont disparu, etc. Donc il y a toute, je dois dire, une espèce de cœur très très beau dans ce livre sur le grand silence, qui est évidemment le grand silence de la mort et des camps, mais qui est aussi le fait que quand la musique n'est pas jouée, eh ben, elle n'existe plus, quoi. Donc ça c'est un livre qu'on a beaucoup aimé. Donc voilà, je peux t'arrêter. Justement. On va peut-être échanger un peu. Ouais, alors moi je vis sans montre. Quelle heure est-il, Jeanne? Il est 6h moins. D'accord. Oui, on t'appelle. Moi j'avais une question concernant la traduction. Est-ce qu'il est possible à un traducteur d'être vraiment honnête vis-à-vis du texte original? Est-ce que c'est pas une interprétation forcément? Ah ben écoutez, comment dire, traduttore. Et puis Umberto Eco a très très bien répondu à cette question qui est centrale à la traduction dans un livre qui s'appelle, un livre très très passionnant que je vous recommande, qui s'appelle Dire presque la même chose. Voilà, effectivement, de toute façon, même si le traducteur est le plus honnête possible, le texte traduit n'est pas le texte original. Donc ça c'est sûr que après, j'allais dire, le traducteur qui fait bien son métier a évidemment conscience qu'il est la voix française, ou la voix, en tout cas la voix de l'auteur étranger, et que je crois que voilà, les bons traducteurs s'appliquent à faire leur métier, mais de la manière la plus honnête qui soit. Et je peux vous dire que pour travailler au quotidien avec notre équipe de traducteurs, j'allais dire, ils sont extrêmement investis dans ce qu'ils font. Ça je veux bien, mais il y a des contraintes dans une langue qu'il n'y a pas dans l'autre. Absolument. Absolument, et c'est la raison pour laquelle il y a aussi ce film-là qui était tout à fait formidable, Les 5 éléphants, je crois, qui raconte l'itinéraire de la traductrice allemande de Dostoïevski, qui a donc traduit les 5, on trouve les 5 éléphants étant les 5 grands romans de Dostoïevski qui ont été l'œuvre de sa vie de traductrice. Et c'est exactement ça dont elle parle, c'est-à-dire ce problème
qu'une langue n'est pas une autre, et puis de toute façon, de plus, il y a un autre paramètre qui est que certaines langues ont de vraies incompatibilités, c'est-à-dire que bon, il est plus facile de passer, on va dire, de l'espagnol à l'italien ou vice-versa, ou du français, de l'espagnol au français, que bon, déjà, l'anglais et le français, il y a déjà un grand écart. Et après, je ne parle pas des langues que je ne connais pas, c'est-à-dire voilà, les langues asiatiques, où là, on est dans une toute autre complexité. Et c'est sûr que, oui, il y a de vraies incompatibilités, en tout cas entre l'anglais et le français, c'est sûr. Il y a déjà un bon fossé. Donc après, ben, il faut trouver des équivalents, il faut trouver... Et c'est à tout niveau, parce que de toute façon, par exemple, pour un auteur comme David Peace, par exemple, étant donné que c'est quelqu'un qui joue énormément sur la rythmique, sur les sonorités, qui a un côté mélopée, un côté incantation. Là, je vais parler un petit peu à la place de Jean-Paul Gracias, mais David Peace, il fait des phrases assez courtes, et sa manière stylistique, c'est le motif de la répétition. Il répète énormément de façon à créer comme ça une espèce de rythme qui envoûte comme ça. Et puis l'anglais étant une langue quand même s'il y a énormément de mots à racines latines en anglais, il n'en reste pas moins que c'est quand même une langue saxonne, donc avec un fort aspect consonantique. Et donc le choc de ces consonnes, d'ailleurs la prosodie anglaise, elle est fondée là-dessus, elle est fondée sur les accents, c'est une langue accentuée, contrairement à la langue française déjà, donc ça c'est une différence essentielle, déjà quand on prononce la langue dans sa tête ou quand on la lit à haute voix, donc déjà voilà deux différences essentielles. Et puis du coup, comment rendre en français David Peace pour que ça ne soit pas plat, puisqu'il fait des phrases courtes, il fait des phrases simples, et que ce qui se passe avec lui de totalement magique, et il faut l'entendre lire lui-même ses propres textes, c'est une expérience pour moi inoubliable. Effectivement, c'est ce choc des consonnes, c'est cette rythmique, c'est ces accents qu'on a sur les mots en anglais qui fait que quelque chose de complètement envoûtant. Donc en français, comment fait-on pour que ça ne soit pas plat? Et donc déjà, une des réponses là, du traducteur Jean-Paul Gracias, c'est déjà de faire passer au présent en français ce qui est au passé en anglais. Enfin, le passé qui est donc la forme prétérite en anglais, qui est une forme courte, grammaticalement, morphologiquement parlant. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette rythmique comme ça. Et comment le rendre de manière infidèle, puisque on va me dire, mais attendez, vous avez un passé en anglais et vous le traduisez au présent en français. Eh bien oui, mais c'est la seule façon, le présent étant quand même un temps de narration en français, c'est la seule façon de rendre cette rythmique, puisqu'en français, je mange est plus court que j'ai mangé. Et plus euphonique que je mangeais ou nous mangeâmes. Voilà, donc du coup, voilà, c'est un exemple qui vous donne un petit peu, comment dire, une clé, c'est-à-dire qu'une forme d'infidélité apparente, en fait, revient à une plus grande fidélité vis-à-vis du texte d'origine, et ça, c'est valable. Oui, on le constate avec la langue allemande, par exemple, dont au niveau de la syntaxe, n'a rien à voir avec la structure grammaticale française. Et moi, quelquefois, ayant étudié l'allemand, je tombe régulièrement sur des traductions de l'allemand où la traduction a été plaquée. Ouais. Et c'est insupportable. Il y a quelques années, un grand succès de librairie qui était traduit de l'allemand, mais moi j'ai laissé tomber au bout d'une cinquantaine. C'était la femme de midi, un truc chez Flammarion qui se passait pendant la guerre. Et c'est insupportable. Moi, il faut que le traducteur il y a une réappropriation. Il faut se réapproprier le texte de toute façon. Kundera n'était pas d'accord avec ça. Dans les Testaments trahis, qu'est-ce qu'il a pu... Il a appris le français après son arrivée en France. Il a lu ses œuvres en français après être arrivé en France et avoir appris le français. Il a dit c'est inconcevable qu'on puisse publier ça, ça n'a rien à voir avec... Alors après, ça, moi, évidemment, je ne saurais pas me prononcer sur, n'ayant
n'ayant évidemment pas du tout la maîtrise, Tchèque, voilà, c'est clair. Mais on peut se poser des questions vu les dates auxquelles ces œuvres ont été traduites, parce que si ça a été fait de la même façon que les romans policiers dont je vous parlais tout à l'heure, il y a peut-être eu de grandes infidélités. Voilà. Je crois quand même que d'une manière générale, il y a une chose qui est quand même assez positive, c'est que ça c'est un mouvement global aussi bien qui concerne aussi bien la littérature policière que la littérature non policière, c'est que la qualité des traductions s'est quand même globalement améliorée. Voilà. Les traducteurs sont quand même des gens de grande qualité. Bon, il y a eu de très grands traducteurs. Je veux dire, c'est sûr que justement, on en parlait avec Jean-Paul Gracias, il y a des diverses traductions de Lolita de Nabokov. Et en fait, la traduction de Kahn est excellente, alors que l'une des plus récentes qui a été refaite, là, nous, on a des gros doutes quant à sa pertinence et à son intérêt. C'est pas parce qu'on fait retraduire un texte qu'il est forcément beaucoup mieux qu'avant. Il y a eu des très grandes traductions dans le passé. Mais je crois quand même que la question, on va dire, de la recherche de la fidélité, sans pour autant que ce soit plaqué, parce que sinon c'est illisible. De toute façon, une langue n'est pas une autre. En aucun cas, vous avez des espèces de tiroirs où vous avez des réserves de mots et hop, vous tirez le tiroir et clac, ça atterrit dans la langue d'arrivée. C'est pas possible. De toute façon, c'est une recréation. Mais bon, dans le cas de Kundera, c'était peut-être aussi ça, c'est-à-dire qu'il y avait une grande infidélité au départ, vous savez. C'est possible. Voilà. Un exemple me revient qui est peut-être qui rejoint ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Il disait que dans son livre, en original, il faisait plusieurs fois la répétition, mais de manière volontaire. Je répétais de manière à créer, à donner une importance à une idée, et que dans la traduction, le traducteur s'était autorisé à utiliser des synonymes ou à contourner la difficulté, tout simplement parce que on nous apprend à nous, dès le plus jeune âge, que la traduction, ça n'existe pas. Bon. Exactement, mais je crois que ça peut tout à fait correspondre en fait à, on va dire, une histoire générale de la traduction, où effectivement on voulait, c'est exactement l'histoire des traductions de Dostoïevski avec Markovitch, qui effectivement, à une certaine époque, ces traductions telles qu'elles sont parlées aujourd'hui, c'est mal traduit, c'est épouvantable, c'est mal écrit, sauf que oui, pourquoi? C'est que c'est délibérément fait comme ça, quoi. Je crois qu'il y avait une espèce de volonté comme ça. Si François était là, il nous dirait, mais oui, c'est des traductions des polars par Maurice Bernard André, quoi. C'est ça, c'est-à-dire tout est lissé, tout est aplati, tout est coupé, tout est, c'est cousu pile poil, mais voilà, mais ça n'a plus aucune saveur, ça n'a plus aucun intérêt, ce n'est plus le texte de l'auteur, et c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que la répétition étant ce thème, ce motif stylistique honni en français, il n'est pas question évidemment donc on emploie des synonymes jusqu'à l'absurde, enfin puis ça n'a plus rien à voir avec le texte original évidemment. Donc ça évidemment, mais je crois que ça correspond à une époque. Oui, je pense aussi, oui. Oui, Olivier Cohen d'ailleurs dit que quand il a travaillé chez Lafon, et il est tombé sur Cormac McCarthy qui était déjà traduit et ça ne marchait pas. Et lui, étant parfaitement bilingue, il connaissait déjà les romans publiés de cet écrivain hautement célèbre maintenant. Et en France, ça ne marchait pas. Et c'est en lisant, en bossant chez des stagiaires, je ne sais plus, chez Lafon, il s'est rendu compte que c'était du non-sens. C'est-à-dire que les traductions n'avaient même plus de sens, comme vous l'expliquez. Il fallait que ça rentre dans un format, dans un truc, c'était traduit un peu à la louche aussi. Et lui-même s'est mis, en tant qu'éditeur indépendant, à traduire correctement. Et il y a un traducteur attitré de Cormac McCarthy qui vit en Suisse. Voilà, que j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi. Et à partir de là, Cormac McCarthy est devenu célèbre en France, alors que à cause de mauvaises traductions, du coup, le succès ne venait pas, alors que c'était déjà un immense écrivain. Et c'était les années 70. Ça peut, une mauvaise traduction peut complètement. Il avait donné des exemples, Olivier Cohen, de contresens, ce qui fait que voilà, c'était un fouillis de mots et ça n'avait ni queue ni tête.
Donc c'est important. Il faudra qu'on refasse quelque chose uniquement sur la traduction, parce que c'est quand même... Oui, on vient de l'inviter. En fait, tu es toi-même traductrice, donc oui, et pas je pas une des pires. J'étais à bonne école avec Jean-Paul. Pour utiliser une image, ça me fait un peu penser au métier de traduction, ça me fait un peu penser au montage, justement, on en parlait tout à l'heure, au montage dans les films. Ouais. On coupe un morceau de film, on le raccroche à un autre petit morceau de film et on obtient un produit complètement différent, complètement différent de, de l'original. D'où le fait que les grands réalisateurs travaillent avec les mêmes monteurs depuis ils sont fidèles à leurs monteurs depuis des années. C'est vraiment une collaboration tellement étroite. Une grande collaboration, parce que là, on va pas sûr. Oui, tout à fait, mais c'est un bon rapprochement, effectivement. Le traducteur doit aussi... est-ce que le traducteur doit connaître relativement bien l'auteur qu'il traduit, et surtout si c'est une première collaboration, connaître la culture? La culture, oui, ça c'est sûr. La culture, c'est essentiel. De toute façon, tous les traducteurs se documentent énormément. Est-ce qu'il faut aller systématiquement dans le pays, dans le contexte? Alors dans le pays, on y va virtuellement grâce à Internet aujourd'hui, et ça c'est vrai que c'est tout à fait formidable. Pour ça, ça a vraiment métamorphosé l'activité des traducteurs et ça leur facilite, ils le disent tous, énormément la vie. Alors après, avant, on va dire Internet, chacun avait ses antennes, son copain aux États-Unis, son copain en Angleterre qui disait ah mais oui, tiens, voilà, oui, je vais chercher pour toi, etc. Et ce qui est toujours le cas, hein, je veux dire, par exemple, moi qui travaille de manière très étroite avec Isabelle Mayel, la traductrice de Denis Lien, c'est quelqu'un qui fait revoir tout un pan de ses traductions, des tas de points sur lesquels elle n'est pas complètement sûre. Elle a un ami, alors je ne sais plus s'il est australien ou anglais, je ne sais plus, mais avec qui elle revoit tout un tas de choses. Hein, et elle pose des questions. Moi, la plupart des traducteurs avec qui je travaille me disent est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de l'auteur? J'ai des questions à lui poser. Et beaucoup d'auteurs d'ailleurs sont quand même assez réceptifs à ça. Je veux dire, David Peace, on lui pose des questions, mais il va répondre avec une gentillesse et une chaleur. Enfin, il est tellement content qu'on porte ses textes et qu'on soit le plus fidèle possible. Alors bon, il y a quelques auteurs qui disent je vous fais totalement confiance, faites ce que vous voulez. Bon, voilà, ça arrive aussi. Mais quand même, souvent, les auteurs répondent avec beaucoup de gentillesse, d'exactitude aux questions que les traducteurs leur posent, qui est quand même des points de civilisation, des choses. Voilà, vous avez par exemple un jeu vidéo qui n'est pas encore sorti. Enfin, ça, c'est tellement varié. Je veux dire, Isabelle, elle a rencontré un nombre de gens dans le cadre de ses activités de traductrice. Elle n'a pas que chez nous d'ailleurs. Je sais qu'elle a été amenée à être en contact étroit avec un hacker professionnel parce qu'elle traduisait un roman de Jeffrey Deaver qui se passait dans le milieu des hackers, bon, ni une ni deux. Pour le roman de Denis Lien, Un pays à l'aube, dont la scène d'ouverture qui est très longue, c'est un match de baseball avec Babe Ruth. Elle a contacté la Fédération française de baseball, il y en a une, ils ont tout expliqué. Enfin bon, voilà, et à chaque fois, il y a des aventures comme ça dans divers milieux techniques, que ça soit les armuriers, que ça soit, je veux dire, Jean-Paul Gracias, qui s'est documenté, c'était pas un roman pour chez nous, c'était pas William Gay, c'est un roman publié au Seuil, où il était question de menuiserie, de charpenterie et tout, donc il s'est documenté, et pour Elroy, il s'est documenté sur plein de choses, le contexte de Pearl évidemment. Et pour le précédent, où il était beaucoup question aussi de photographie, il a même repéré des erreurs chez Elroy, donc il a plus ou moins rectifié. Voilà, parce que Jean-Paul est très très pointilleux là-dessus. Donc voilà, mais c'est vrai que la partie technique est quand même... c'est un boulot. Mais c'est un travail qui n'est pas payé à sa juste valeur, hein, je le dis tout de suite, parce que c'est un boulot de romain. Il y a la connaissance de la langue, la connaissance du contexte culturel, les connaissances techniques.
c'est énorme en fait quand on y pense. C'est Oui, vraiment oui, oui. tout à fait titanesque. Moi, j'ai grand respect pour le travail des traducteurs. Oui, également. On n'en parle pas assez, ils sont pas assez. Mais ça vient quand même, on en parle beaucoup plus qu'avant. Je remarque quand même qu'il y a des articles de presse où on cite l'excellente traduction, ou saluons la traduction de Vintel, etc. Ça commence à être vraiment. Voilà. Et nous, en librairie ou les bibliothécaires, on commence aussi maintenant à pouvoir dire éviter de lire la traduction. Pour Markovitch, par exemple, là c'est flagrant. Moi, je ne vendrai plus jamais Dostoïevski chez Gallimard. Alors que j'ai lu les romans de Dostoïevski à l'époque qui n'étaient pas traduits par Markovitch. Mais là, voilà. Après, on ne sait pas si on est plus proche de Dostoïevski, de l'original, ou si c'est lui ou les anciens, ou Don Quichotte. Bon, maintenant, c'est. Voilà. Jusqu'à une nouvelle traduction. Parce que quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que les traductions, pas les textes, les traductions vieillissent. Ah bah les traductions vieillissent, ça de toute façon c'est un vaste problème, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vieillit aussi? Les traductions vieillissent, mais aussi, j'allais dire, il y a aussi un vieillissement naturel qu'il faut accepter parce que ce sont aussi des textes qui, entre guillemets, vieillissent. On va dire un texte des années 50 a logiquement, entre guillemets, le parfum des années 50. Et c'est normal. Voilà. Et le moderniser par une nouvelle traduction me semble un contresens aussi. Il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire refaire une traduction parce qu'elle est infidèle, parce qu'elle est ratée, parce qu'elle est pleine de contresens, je ne sais pas quoi, comme Cormac McCarthy par exemple. Fort bien. Après, la moderniser excessivement, pour moi, c'est une erreur aussi dont il faut... Oui, parce qu'elle vieillira encore d'autant plus vite. Et d'ailleurs, c'est aussi, bon voilà, ça nous engage sur un débat autour de la traduction proprement dite, nous reviendrons en parler. Mais c'est vrai que même dans des textes argotiques, ce qu'on voit quand même parfois dans le polar, si on est trop dans le « ah c'est chelou » ou « c'est relou » ou je sais pas quoi, ça va, à moins que ce soit spécifiquement ce langage-là qu'on doive traduire parce que c'est vraiment un texte qui colle absolument à l'époque, mais il faut être très très prudent parce que ça va vieillir terriblement. Et puis il faut se méfier des traductions franchouilles aussi, en disant bon bah oui c'est bien en français mais c'est pas ça le... Donc il n'y a rien de plus difficile à mon avis que de traduire des textes qui sont marqués sur le plan voilà, du registre de langue, quoi. C'est très compliqué ça. Mais c'est vrai que l'argot change très vite. L'argot vieillit terriblement vite. Tous les argots de rue, 3 mois plus tard, c'est démodé. Donc, si on est trop marqué, il vaut mieux sous-traduire de façon à ce que, voilà, on garde un texte qui va avoir un peu une certaine durée de vie. Après, bon, les traductions vieillissent. Enfin, ça, c'était le sujet d'une chronique dans le Monde des Livres il n'y a pas longtemps, une chronique d'Agnès de Sarthe qui disait fort justement que, oui, effectivement, les traductions vieillissent et puis que c'est normal et que d'autres traducteurs reprennent le flambeau avec leur sensibilité contemporaine pour des lecteurs contemporains et qu'à partir du moment où on n'est pas trop, comme je le disais, jusqu'au boutiste et qu'on ne fait pas soi-même trop vieillir le texte, on dit oui, c'est fait pour être fait et puis refait. Et puis ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les versions au fil des années. Oui. C'est le même texte, c'est pas tout à fait le même. Il y a des enseignements à puiser dans chacun. Bon, je vous dis, là, ces traductions de Lolita, c'est assez symptomatique. Il n'y en a pas de mauvaises, à mon avis. Bon, je vous dis, la dernière en date me semble pas essentielle, on va dire. Mais bon, elles sont toutes intéressantes. Voilà, vous y allez.